Poursuivant sa 9e session extraordinaire, l'Assemblée nationale examine les politiques visant à lever les obstacles aux activités scientifiques, technologiques et d'innovation. Les entreprises agricoles se préparent pour faire face à la prochaine augmentation des taux d'importation des États-Unis. Phuket fait partie des 5 destinations connaissant la croissance la plus rapide en Asie du Sud-Est et le nombre de visiteurs arrivant ici ne cesse d'augmenter depuis janvier. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition du Journal francophone. Dans le cadre de sa 9e session extraordinaire, l'Assemblée nationale a examiné ce lundi matin 17 février un projet de résolution sur le pilotage d'un certain nombre de politiques visant à éliminer les obstacles aux activités scientifiques, technologiques, d'innovation et de transformation numérique nationale. Selon les députés, outre les politiques déjà proposées par le gouvernement, il est nécessaire d'ajouter au projet des mécanismes spécifiques visant à attirer les investissements publics, à renforcer l'implication du secteur privé dans ce domaine, à créer un fonds de la recherche scientifique et à faciliter la commercialisation des résultats de la recherche. Dans l'après-midi, le projet de loi modifiant et complétant certains articles de la loi sur l'organisation de l'Assemblée nationale a été adopté avec une approbation totale de 461 voix sur 461 voix. Lors de cette 9e session extraordinaire, l'Assemblée nationale devrait également examiner une résolution sur le pilotage d'un certain nombre de mécanismes et de politiques spécifiques pour développer le système ferroviaire urbain à Hanoï et à Ho Chi Minh Ville. Ce projet de résolution élaboré par le ministère des Transports présente 6 groupes de solutions considérées comme des étapes révolutionnaires, raccourcissant le temps de préparation et d'accélérant la mise en œuvre des projets ferroviaires urbains. Cette première ligne ferroviaire urbaine de 20 km de Ho Chi Minh Ville de Bến Thành à Suối Tiên a nécessité 17 ans de construction. La ligne Cát Linh Hà Đông de 13 km a duré 10 ans. La construction du tronçon surélevé de 8,5 km de la gare de Nhon Hanoï a également duré 15 ans. Par rapport aux autres pays de la région, nous avons 5 ans de retard sur chaque projet. Les retards dans la mise en œuvre des projets sont dus à des problèmes liés aux procédures d'investissement, au déblayement des sites et à la mobilisation des capitaux. Par exemple, pour abattre des arbres lors de la construction de la route Bến Thành-Suối Tiên, une autorisation est nécessaire et les procédures prennent 3 mois. Pendant ce temps, le projet de métro Bến Thành-Suối Tiên utilise des prêts étrangers et s'il retardé d'un seul jour, il entraînera des intérêts supplémentaires. Plus le projet prend du temps, plus il est difficile de résoudre les conflits et les plaintes avec des entrepreneurs. Après 10 ans, la ligne de chemin de fer urbain numéro 2 Nam Tu Liem Shannon Dao vient d'achever les prochaines étapes du projet. Les chemins de fer urbains ont besoin prochainement de solutions spécifiques. La résolution sur le pilotage d'un certain nombre de mécanismes et de politiques spécifiques pour le développement des chemins de fer urbains à Hanoï et à Ho Chi Minh Ville a défini 6 groupes de mécanismes spécifiques, tels que les politiques de mobilisation de capitaux, les procédures d'investissement, le développement du modèle TOD, le développement de l'industrie ferroviaire, le transfert de technologie et la formation. Selon les experts, le mécanisme de politique spéciale optimisera l'exploitation des terres, donnera une plus grande autonomie à Hanoï et à Ho Chi Minh Ville et aidera les 2 villes à mettre en œuvre les projets de manière flexible et à raccourcir les progrès de la construction. Actuellement, l'approbation des projets est très longue. La résolution décentralisera le pouvoir au niveau de Hanoï et de Ho Chi Minh Ville afin de supprimer des étapes et des phases dans le processus d'approbation des projets, réduisant ainsi le temps de mise en œuvre. Je considère que ces groupes politiques sont très innovants.
Les habitants attendent avec impatience que les nouvelles lignes ferroviaires soient terminées. Cela contribuera à résoudre les embouteillages de plus en plus graves dans les grandes villes du Vietnam. Pour atteindre une croissance à 2 chiffres cette année, Ho Chi Minh Ville se fixe pour objectif de mobiliser environ 620 000 milliards de dong, dont la majorité provient de sources d'investissement social. De nombreuses solutions sont mises en œuvre de manière synchrone et résolue dès le début de l'année pour atteindre cet objectif audacieux. En 2025, Ho Chi Minh Ville se concentre sur l'attraction de capitaux provenant de diverses sources. Les investissements publics, le partenariat public-privé PPP, les investissements privés et les investissements directs étrangers IDE. Selon le service du plan et de l'investissement de la ville, le PPP sera renforcé cette année, surtout pour les domaines du transport, des ports de transportement internationaux, de l'innovation, des énergies propres, de l'industrie des semi-conducteurs et de la logistique. Il est important de savoir si les coûts de production sont efficaces et si les mécanismes et politiques en vigueur permettent aux entreprises de se développer en toute confiance et avec la plus haute efficacité. Avec les investissements publics comme force motrice, Ho Chi Minh Ville maintient cette année l'objectif d'atteindre un taux de décaissement de 95%. Pour accélérer le décaissement, il faut traiter rapidement les procédures, raccourcir les délais d'approbation et améliorer l'efficacité de la mise en œuvre des projets. Nous étudions actuellement des mécanismes d'investissement, par exemple, le partenariat public-privé dans le développement des infrastructures numériques, ou encore un mécanisme pour attirer des ressources sociales dans la formation de ressources humaines de haute qualité. Il s'agit de diversifier les formes d'investissement et pas seulement d'investir de la part de l'État. En ce qui concerne l'attraction des IDE, la métropole du Sud s'efforce de mettre en place un centre financier international afin de créer un canal de mobilisation de capitaux efficace et d'attirer d'importants flux de capitaux. Concernant les institutions, la ville se concentrera sur les réformes administratives afin de créer un environnement ouvert et favorable à la communauté des entreprises. En même temps, Ho Chi Minh Ville s'emploie activement à lever des lacunes dans le développement des infrastructures de transport. Il s'agit là du plus grand rouleau d'étranglement dans l'attraction de capitaux pour atteindre les objectifs de croissance plus ambitieux. Les exportations du Vietnam ont démarré fort cette année, avec 7 produits dépassant chacun 1 milliard de dollars de chiffre d'affaires. Les ordinateurs, les produits électroniques et les composants ont dominé avec plus de 6 milliards de dollars de valeur d'exportation. Viennent ensuite les téléphones et les composants, les machines, les équipements, les outils et les pièces détachées, les textiles, les chaussures, le bois et le produit du bois et les véhicules de transport et les pièces détachées. Au total, ces 7 groupes de produits ont généré 22,45 milliards de dollars d'exportation, soit 72% de la valeur totale des exportations du pays. Selon le département général des douanes, le Vietnam va mettre fin à une politique antérieure qui exempte de taxes des biens importés d'une valeur inférieure à 1 million de dong ou 39,4 $ américains lorsqu'il était expédié par voie express. Cette décision entrera en vigueur le 18 février. La déclaration et le paiement de la TVA sur les biens importés de faible valeur suivront désormais la loi sur la TVA et les réglementations juridiques pertinentes. La mise en œuvre de cette décision aligne les politiques fiscales du Vietnam sur les pratiques internationales, ce qui assure la cohérence au sein du système de réglementation fiscale actuel et soutient l'orientation politique de l'État visant à élargir l'assiette fiscale. La nouvelle décision devrait également créer une concurrence équitable entre les biens produits localement et les biens importés, favorisant ainsi la production locale. Récemment, les États-Unis ont imposé un tarif de 25% sur les importations d'aluminium et d'acier. Selon les prévisions, la première puissance économique mondiale devrait bientôt continuer d'augmenter les taux d'importation sur des milliers de produits provenant de près de ses 190 partenaires commerciaux.
Et cela est considéré comme à la fois une opportunité et un défi pour les produits vietnamiens, notamment pour les produits agricoles. Les marchés américains et chinois représentent près de 80% des exportations de fruits frais de cette entreprise. Par conséquent, la décision des États-Unis d'imposer des taxes à de nombreux pays a été une surprise. En diversifiant les marchés, nous pouvons éviter les pertes. En outre, l'entreprise investit également dans la modernisation de ses lignes de production. Pour cette entreprise agroalimentaire, l'imposition de taxes américaines constitue une opportunité pour les produits agricoles vietnamiens. Elle vise donc à tripler ses revenus d'exportation aux États-Unis pour atteindre de millions de dollars d'ici 2025. Nous nous adaptons aux normes américaines, notamment la certification halal et l'amélioration des emballages. En respectant leurs normes, nous pouvons accéder au marché et augmenter nos profits. En ce qui concerne les produits de la mer, les experts affirment que les entreprises vietnamiennes doivent être transparentes sur l'origine des marchandises, autosuffisantes en matières premières et diversifier les marchés d'exportation. Les entreprises se tournent vers des produits hautement transformés et s'associent aux agriculteurs pour garantir la qualité des produits. C'est la meilleure façon de respecter les normes américaines. La diversification des marchés permet d'éviter les risques liés à la dépendance à un ou deux marchés seulement. Le Moyen-Orient et l'Afrique offrent un potentiel important. Les autorités devraient envoyer des équipes de recherche sur ces marchés pour comprendre leurs exigences et leurs normes. D'ici 2025, les exportations du Vietnam vers les États-Unis dans tous les domaines devraient atteindre 130 milliards de dollars et les produits agricoles, civicoles et aquatiques devraient continuer à maintenir une dynamique de croissance positive. Pour ce faire, le secteur agricole vietnamien doit se concentrer sur l'agriculture biologique et le développement durable. Et notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam pour ce 17 février. Aujourd'hui, le 17 février, marque le 46e anniversaire de la lutte pour la protection de la frontière nord en 1979. Ce jour-là, il y a 46 ans, toute la frontière nord du pays, qui s'étend sur plus de 1000 km de Quảng Ninh à Lai Châu, a fait face à une attaque généralisée venant de l'autre côté de la frontière. L'armée et le peuple, en particulier ceux des 6 provinces frontalières, ont tenu bon. Ils ont lutté courageusement contre une force bien plus nombreuse pour protéger les frontières du pays. Ces réalisations démontrent la détermination inébranlable du peuple vietnamien et surmonter les défis, protéger l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale de la nation. La région du delta du Mekong entre en ce moment dans la période de pointe de l'intrusion d'eau salée qui devrait persister jusqu'en avril et affecter 9 provinces sur 13. En réponse, toute la région s'est mobilisée pour mettre en œuvre des solutions à court et à long terme, notamment des projets d'irrigation à grande échelle pour bloquer l'eau salée, stocker l'eau douce et protéger la production agricole. Tout de suite, état de lieu. Ce système d'irrigation est le deuxième plus grand de genre dans la région. Il permet de prévenir la salinité et est situé à 400 mètres de la rivière. En cas d'intrusion d'eau salée, le système se ferme pour protéger les terres agricoles et alimenter en eau douce les provinces locales. Une fois terminé, ce projet, ainsi que 6 autres écluses sur la route provinciale 864, formera un système fermé, empêchant la salinité et garantissant l'approvisionnement en eau douce de 130 000 hectares de terres agricoles. Auparavant, les agriculteurs étaient obligés de récolter le riz d'hiver printemps tôt pour éviter la salinité. Grâce au nouveau système d'irrigation, ils peuvent désormais cultiver du riz plus tard dans la saison.
Sans cette écluse, l'eau du canal serait salée et imbuvable. Désormais, nous n'avons plus à nous soucier de l'intrusion d'eau salée. Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural accélère actuellement des projets de gestion de l'eau à grande échelle. Le projet de contrôle des ressources en eau du canal Nguyen Tân Thanh sur la rive droite de la rivière Vam Con Tây dans les deux provinces de Tiền Giang et de Long An a achevé la composante principale. Le projet de contrôle des ressources en eau sur la rive sud de la rivière Hậu dans les deux provinces de Hậu Giang et de Sóc Trăng, ainsi que l'écluse principale de Rạch Mộc est également en voie d'achèvement. Nous surveillons les progrès chaque semaine, ajustons le plan de manière flexible et travaillons par équipe 24 heures sur 24 pour respecter les délais, conformément aux instructions du Premier ministre. Alors que l'eau salée pénètre plus profondément dans le delta du Mekong pendant les saisons sèches, l'achèvement précoce de ces projets aidera les localités à réagir efficacement aux conditions météorologiques extrêmes et à préserver les ressources en eau pour l'avenir. Le festival de la danse du feu de l'ethnie Dao vient de se tenir dans la commune de Nậm Det, province de Lào Cai, au nord. Cette activité, qui fait partie du festival du plateau blanc de Bắc Hà, a attiré de nombreux touristes dans la région. Le point culminant du festival est la bravoure remarquable des jeunes hommes Dao, dont plus d'une douzaine traversent le feu pieds nus. Depuis le nouvel an lunaire, les jeunes hommes âgés de 12 ans et plus se préparent soigneusement en gardant leur corps et leurs vêtements propres, tout en apprenant les rituels traditionnels, les caractères nobles et les mouvements appropriés pour sauter sur le feu. Pour le peuple Dao rouge, ce festival de danse du feu sert à la fois de plateforme pour exprimer leurs vœux de nouvel an et de célébration de la force et du courage de leurs hommes. Une bonne nouvelle pour le secteur touristique. Selon le site internet Travel of Path, Phu Quoc fait partie des 5 destinations connaissant la croissance la plus rapide en Asie du Sud-Est. L'année dernière, Phu Quoc a accueilli près d'1 million de visiteurs internationaux, soit une augmentation de 43% par rapport à 2019, période de pointe du tourisme vietnamien. Et en janvier de cette année, le nombre de visiteurs arrivant ici a augmenté de plus de 185%. Des signaux positifs ouvrent de nombreuses opportunités pour l'île aux perles. Tout de suite, une visite guidée. Chaque jour, Phu Quoc accueille 12 à 13 000 visiteurs internationaux par voie aérienne et maritime. Outre la politique d'exemption de visa de 30 jours, il faut mentionner l'écosystème de qualité. Actuellement, cette île compte 26 000 chambres d'hébergement, dont plus de la moitié sont de catégorie 4 à 5 étoiles. Il y a tellement d'activités à découvrir. Je vais passer plus de temps ici. Cependant, selon les experts, pour un développement durable, il est nécessaire d'avoir une planification adéquate et de garantir l'environnement de les centres urbains et touristiques. Je pense qu'il est nécessaire de moderniser les infrastructures, les services et de réaménager certains sites touristiques spontanés et fragmentés. Phu Quoc a été choisi comme lieu pour accueillir le Forum de coopération économique Asie-Pacifique APEC 2027. Il s'agit d'une opportunité pour l'île aux perles. Pour développer la ville de Phu Quoc en général et servir l'APEC, nous devons investir dans les infrastructures de transport, les aéroports, les ports et certains complexes hôteliers, et les centres de conférences et de presse. En janvier, le nombre de visiteurs internationaux à Phu Quoc a augmenté de plus de 185%, plaçant l'aéroport de Phu Quoc sur la liste des aéroports connaissant la croissance la plus rapide en Asie du Sud-Est. Chaque jour, Phu Quoc accueille 40 vols internationaux, soit 3 fois plus que l'année dernière. Ce chiffre dépasse largement la capacité nominale du terminal. Il est donc urgent de moderniser et d'agrandir l'aéroport. Avec des projets visant à achever le port maritime et à moderniser et agrandir l'aéroport international, Phu Quoc peut accueillir des millions de visiteurs internationaux chaque année.
Située à 30 km au sud de Da Nang, l'ancienne ville de Hoi An est l'une des merveilles attractions touristiques du Vietnam. Mais peu de gens savent qu'il y a des décennies, il y avait ici un village traditionnel de tissage de bambou. En 2009, alors que le nombre de touristes venant à Hoi An augmentait, les autorités ont interdit aux motos de circuler dans la ville. Seuls les vélos et les piétons sont autorisés. Un ingénieur en électronique né à Quảng Nam a eu l'idée de fabriquer des vélos en bambou. Le produit est à la fois respectueux de l'environnement et imprégné de l'artisanat traditionnel de tissage de bambou de cette terre. Ces vélos, peu ordinaires, ont suivi les touristes dans 4 coins du monde. Découvrons dans ce chapitre le Vietnam en un clin d'œil. Situé à côté du pont Qua Dai, dans la ville de Hoi An, de la province de Quang Nam, l'atelier Tabou Bambou de Tan est toujours animé. Conscient de la signification et de la valeur du bambou vietnamien, Tan a créé un espace imprégné d'identité vietnamienne où tous les articles sont fabriqués à partir de bambou. De nombreux touristes nationaux et étrangers visitent et achètent des produits en bambou, tels que des libellules, des lampes, des appareils photo et des vélos. Le bambou est un matériau très résistant. Lorsque vous divisez le bambou en tranches comme celle-ci, il est très flexible et résistant. Vous pouvez le rouler autant de fois que vous le souhaitez. Et saviez-vous que le bambou peut également être utilisé pour fabriquer du tissu? Les tissus fabriqués à partir de bambou sont souvent de très bonne qualité. À partir du bambou, vous pouvez créer de nombreuses choses. Si vous savez comment l'utiliser et savez comment le manipuler, ce sera un très bon matériau. En plus d'un lieu de présentation de produits, Tan organise également des ateliers pour guider les touristes dans la fabrication de leurs propres souvenirs en bambou. De cette façon, ces produits en bambou unique contribuent non seulement à protéger l'environnement, mais également à promouvoir l'image du bambou vietnamien dans le monde. Aujourd'hui, on m'a appris à fabriquer une lampe en bambou avec des motifs floraux. D'abord, je l'esquisse sur papier, puis je le coupe. Quand je l'aurai fini, je mettrai une lumière à l'intérieur et elle brillera. Je suis très heureux de faire partie de cette expérience. J'y ai été initiée par quelques amis avant de venir au Vietnam et je savais que je voulais m'impliquer. Je n'ai jamais eu une expérience aussi incroyable en Israël, c'était incroyable. J'ai décoré ma lumière en bambou avec des points de différentes tailles. Je donnerai cette lampe en cadeau à ma grand-mère à mon retour en Israël. Cet atelier est également l'occasion de réunions familiales où les membres de la famille travaillent ensemble pour créer un produit. Les enfants, quant à eux, acquièrent de nouvelles compétences nécessaires. Je pense que cette expérience est une bonne façon d'en apprendre davantage sur la protection de l'environnement, les écosystèmes, ainsi que sur la motricité fine comme le travail avec des outils, l'élimination de la peur des objets tranchants, des forêts et des lames de scie. Cela aide également les gens à réaliser l'importance de travailler dur pour fabriquer des articles ménagers qu'ils considèrent parfois comme acquis. Aux États-Unis, je vois aussi beaucoup de bambou, mais je ne vois personne en faire quoi que ce soit. Mais ici, on peut fabriquer beaucoup de choses à partir du bambou, même des vélos en bambou. C'est ce que j'apprécie vraiment.
L'ouverture d'ateliers comme ceux-ci sert de nouveaux produits touristiques. Les agences de voyage l'apprécient beaucoup. Au lieu du petit espace de la vieille ville, les touristes peuvent se rendre dans les quartiers et les banlieues voisins pour en apprendre davantage sur l'artisanat traditionnel, découvrir les cultures locales, puis avoir le temps d'essayer les produits locaux. Ils peuvent même fabriquer eux-mêmes des souvenirs faits à la main qui sont respectueux de l'environnement. Une fois ramenés, c'est un cadeau très significatif et un très bon souvenir d'un voyage très agréable. Pour chaque produit, j'encourage généralement les gens à avoir une note dessus, par exemple au Ian ou Vietnam, la date, le mois, l'année. Ce sera une façon pour moi de promouvoir à la fois le bambou vietnamien, le Vietnam et au Ian. Vừa quảng bá đến cái cây tre của mình, vừa quảng bá đến cái địa điểm của Việt Nam, của Hội An. Les produits exposés ainsi que les objets de l'atelier sont tous fabriqués en bambou, évoquant la sensation d'un espace de vie frais et vert. À partir du bambou et de la créativité de l'artisanat traditionnel de sa ville natale, Tan a créé une destination imprégnée de l'identité vietnamienne. Grâce aux jeunes comme Tan, la culture traditionnelle vietnamienne est non seulement préservée, mais également promue auprès des amis du monde entier. En fin du journal, voyons tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam pour demain. Les informations sur la météo a clôturé notre journal. Merci pour votre fidélité. Au revoir et on se revoit toujours demain sur VTV4.